Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, le podcast de Moisson Montréal, un podcast présenté par Amazon. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Isabelle Desjardins-David, professeure à l'ETS, ancienne bénéficiaire d'aide alimentaire, qui aujourd'hui redonne de différentes façons à la société. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, bien merci de l'invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Comment tu trouves ça ici? C'est quand même assez... Il y a beaucoup de monde, hein? Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, puis plus de technologie que je m'attendais même pour comme les stations de réemballage. J'ai fait le petit tour avec Marion tout à l'heure, puis c'est le fun d'avoir tout ce qui a été mis en place pour toute la récupération d'aliments, puis la redistribution, la réception, puis toute la gestion qui est faite ici. C'est assez impressionnant. La période des fêtes est terminée, mais on avait des milliers de boîtes de Noël pour les paniers de Noël. 42 000 que Marion me disait. 42 000 exactement qui ont été distribués là, aux bénéficiaires de nos organismes. Fait que c'était assez impressionnant. Il y en avait partout. Là. C'est super bon, mais en même temps, c'est malheureux qu'il y en ait autant. Effectivement, effectivement. Là, on se tutoie, là, oui, juste pour être sûr. Oui. OK, parfait, c'est bon. Pas de vous. Pas de vous. Peux-tu nous parler un petit peu là, des souvenirs de cette période de ta vie où est-ce que ta famille et toi, vous avez eu besoin d'aide alimentaire? Puis comment est-ce que tu as vécu ça, toi, en tant qu'enfant? Bien, c'était dans les années 80. Tu sais, comme... Il y a eu des choses qui ont été minimisées par ma mère. Mes parents se sont divorcés. J'avais 5 ans. C'était pas toujours évident. Ma mère avait pas son secondaire 5. Mais elle a essayé de minimiser l'impact pour mon frère et moi, qu'on n'en ait pas trop conscience. Mais en même temps, à l'école, les mêmes études à crayon. Aujourd'hui, c'est rendu la mode, mais il y a été une époque où, t'arrivais en septembre, c'était les nouveaux crayons, les nouveaux vêtements. Puis moi, ben c'était les vêtements de ma cousine, de ma gardienne. J'utilisais les mêmes cartables. Fait que, tu sais, des fois, c'était juste des trolls, les petites marionnettes qu'il y avait. Ben il a fallu que j'en parle pendant quasiment 1 an et demi. Puis le troll que j'ai eu, je l'ai encore aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup le rapport aux biens matériaux. J'adore l'époque où comment ça s'est transformé. Aujourd'hui, ma fille, elle veut absolument utiliser les mêmes cartables, les mêmes étuis à crayon. Elle va récupérer, elle va faire des vêtements elle-même avec des vieux vêtements. Elle va récupérer le tissu. Mais moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué de pas pouvoir avoir accès à du neuf, de pouvoir choisir des jouets. Point de vue nourriture, c'était quand même un peu marginal aussi de devoir aller dans le sous-sol de l'église, aller chercher des choses. Fait que ma mère tentait beaucoup, elle en a fait de façon extraordinaire, mais en même temps, il y avait une certaine différence et des enfants, des fois, ça peut être vraiment méchant, fait que des mauvais commentaires que j'avais reçus qui sont blessants aussi. Ça s'est arrêté quand environ? Ben, ma mère a obtenu son équivalence au secondaire 5 au même moment où moi, j'ai terminé mon secondaire 5. Et je suis partie de la maison à cette époque-là pour aller au cégep. Fait qu'avec le cégep, j'ai eu accès aux prêts et bourses, puis ça l'a comme tout changé, le rapport financier aussi, je gérais mon argent. Fait que c'était pas évident, on s'entend que quand tu es étudiante, tu vis pas sur l'or, tu roules pas sur l'or, mais en même temps, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé des façons de contourner finalement les lacunes financières sans jamais manquer de quoi que ce soit, puis pas avoir nécessairement recours à une aide extérieure à partir de ce moment-là quand je suis arrivée au cégep. Donc, c'est vraiment là, de l'enfance jusqu'au cégep? Tout mon secondaire, oui. Puis toi, de 5 ans jusqu'à 15 ans. Puis toi, est-ce que tu vivais tout seul avec ta mère ou avec ton père? Je vivais avec ma mère, mon frère. Ma mère avait eu des conjoints aussi qu'elle a rencontrés, dont Benoît, avec qui elle a été longtemps. Mais on était principalement les 3. Mon grand-père habitait un petit peu à la maison aussi jusqu'à mes 11-12 ans. Il est décédé par la suite. Il était assez âgé aussi, là. Donc... ça a été un petit peu mon enfance. Puis, comment est-ce que ton parcours a influencé... en fait, comment est-ce que ton expérience a influencé ton parcours scolaire, personnel, professionnel par la suite? Dès que j'étais enfant, j'avais vu un schéma où on voyait le cheminement scolaire, puis ça comparait en France avec le Québec. Je ne sais pas d'où cette affiche-là venait, mais je voyais primaire, secondaire, cégep,
université. Puis là, je voyais baccalauréat, maîtrise, doctorat. Puis là, je me disais, bon, ben, il faut que je me rende au bout. C'est le parcours. Ça m'a pris des années à comprendre que ben, t'es pas obligé d'aller faire un doctorat. Mais l'école, j'ai toujours eu une facilité. J'aimais l'école. Bon, pas très, très jeune. J'ai eu vraiment une professeure qui était au primaire en deuxième année, qui était détestable. Mais après ça, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant absolument merveilleux et qui m'a suivi. Ben, il changeait d'année, puis moi, je continuais dans son groupe, qui m'a vraiment donné la piqûre de l'école. Puis après ça, au secondaire, j'ai eu vraiment une opportunité en or. Quatrième, cinquième année, sixième année au primaire, ça allait super bien. Puis il avait mis un programme unique dans la commission scolaire, qui s'appelle plus commission scolaire, qui s'appelle des centres de services scolaires maintenant. Mais il y avait un programme spécial pour prendre un groupe de sixième année, de former une classe où ils feraient secondaire 1 et 2 au cours de la même année. Il avait vraiment fallu que je débatte mon point pour passer les tests, aller, et j'avais été acceptée. Donc, j'ai fait mon secondaire en 4 ans, mes 2 premières années du secondaire dans la même année. Puis, c'était un groupe fermé. Fait que j'ai peut-être pas eu les influences extérieures un peu plus nocives, si on peut dire. On était toujours tous ensemble, on avait davantage d'encadrement, c'était au public. Fait que ça a été, je pense, salvateur pour moi parce que je cherchais beaucoup l'approbation des autres. Puis en étant dans une classe fermée, ben c'était toujours les mêmes. C'était tout le temps des personnes aussi qui avaient une certaine facilité à l'école. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact. Puis de voir ma mère aussi, qui était... le marché de l'emploi était vraiment mauvais aussi à cette époque-là. Fait que je la voyais qu'il n'y avait pas de job ou que c'était difficile, c'était le salaire minimum, c'était des horaires atypiques, variables. Elle pouvait pas toujours accepter parce que mon frère et moi, on était quand même relativement jeunes. Fait que d'aller travailler avec des jeunes enfants à la maison, t'as pas de service de garde, c'était pas nécessairement possible. Fait que je m'étais dit, je veux pas me retrouver dans cette situation-là. Je veux arriver puis avoir un revenu. C'est ce qui m'a fait choisir aussi au cégep une formation technique. Je me disais, moi, c'est la médecine. Je rêvais d'être médecin. Donc, je vais aller en soins infirmiers. En partant, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir travailler comme préposé aux bénéficiaires. Je vais pouvoir travailler comme infirmière. Puis ça va me payer mes études après ça, rendu à l'université, parce que je savais que l'université était beaucoup plus chère que le cégep. Finalement, premier stage en soins infirmiers, j'étais 3 fois plus malade que les patients. Ça a pété ma balloune, si on peut dire. Fait que... qu'est-ce que je fais? Mais là, ça a été des amis qui étaient dans d'autres techniques. Transformation des matériaux composites. Fait que, leur cours, ça va bien, ça a l'air intéressant. Je regarde leurs travaux, je suis capable de les aider. Fait que pourquoi je le ferais pas moi-même? Puis de fil en aiguille, après ça, j'ai travaillé dans un centre de développement des composites du Québec. La job qui m'intéressait, c'était celle que mes boss faisaient. OK, c'est quoi les études qu'ils ont fait? Ils sont tous ingénieurs. Bon, je vais devenir ingénieur. Hey, génial, les stages sont payés en plus. Fait que ça va me permettre d'avoir un revenu. Fait que, fini mon bac, j'en ai pas encore assez. Fait que let's go pour la maîtrise, puis... Je t'écoute, Oui. puis moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, on pourrait dire que l'éducation a été un peu un échappatoire un peu pour toi de la réalité que tu vivais là, avec ta famille. Si Totalement. C'est sûr qu'en vieillissant, quand ma mère est retournée à l'école, elle avait beaucoup de cours de soir. Fait que c'est moi qui faisais les repas, c'est moi qui m'occupais de faire mon lavage. Puis là, quand elle a obtenu son équivalence, elle est revenue de jour. Fait que là, c'était un peu la guerre. Mais tu sais, adolescence, des fois, ça peut être une période raide. Mais là, c'est parce que moi, je veux le faire, mon repas. J'ai pas le goût de manger ce qu'elle va me préparer. Fait que là, en partant au cégep, j'étais trop jeune, j'avais pas mon permis de conduire. Les transports aussi me permettaient pas de faire Mascouche-Saint-Jérôme. Fait que je choisis le cégep de Saint-Jérôme. Les résidences étaient ridiculement bas, le prix mensuel. Tout était inclus c'était même pas 120 $ par mois, je pense que ça me coûtait. Fait que ça me permettait de partir de la maison, de pouvoir gérer moi-même toutes mes dépenses, mon épicerie, mes vêtements, mes frais de scolarité. Fait que là, quand j'ai décidé de changer de programme, j'avais la condition de réussir mes études, puis je pouvais rester en dehors de la maison. Fait que là, on va s'organiser pour bien réussir aussi, là, pour aller chercher aussi des bourses de scolarité que j'ai réussi à décrocher tant au cégep qu'à l'université, qui m'ont aidé aussi financièrement. Concrètement, aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu redonnes
à la société par rapport à justement ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune? Bien, de différentes façons. C'est sûr que la Banque alimentaire à l'ETS, je me suis beaucoup impliquée. OK. J'ai eu un poste permanent en 2021. On était au sortir de la pandémie, c'était le retour un peu en classe, mais il y avait encore beaucoup d'activités en ligne. Il y avait déjà la Banque alimentaire qui était un dépannage alimentaire à l'ETS. Donc, je me suis impliquée, je me suis impliquée dans la gestion, la prise en charge, autant de recruter des bénévoles. On vient chercher ici à Moisson Montréal différentes vivres, mais on complète aussi par différents achats. Et que là, moi, je me disais, je vais essayer de gérer un petit peu comme je gère moi-même mes finances. À l'épicerie, j'irai pas acheter le plus cher. Je vais essayer de miser les spéciaux, qu'est-ce qui est en spécial, et le vrac. Donc, plutôt que d'acheter 8 sacs de riz, je vais acheter une grosse poche de riz, puis on va trouver des façons, on va inviter les bénéficiaires à apporter leurs plats réutilisables. Fait qu'on va avoir des stations de vrac. Fait qu'on avait des bénévoles, des différents bénévoles qui sont sur place. On va distribuer, est-ce que tu veux du riz? Est-ce que tu veux des céréales? Fait qu'on avait une poche de 10 kilos de riz, une poche de 10 kilos de fèves. Et là, la personne, on a peut-être comme 4-5 choix. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si la personne, on lui donne du riz, mais qu'elle ait le riz pour mourir, ça va être perdu. Fait qu'on veut essayer de maximiser. Fait que c'est des choses que j'ai mises en place. Puis, c'est toi qui dirigeais, là, en fait. Oui et non. Je suis là sur place pour, justement, amener des idées, mais on est toute une équipe. OK. Fait que l'idée du vrac, c'est moi qui l'ai amenée, mais par la suite, je suis pas la boss de personne non plus. On est tous bénévoles dans cette histoire-là. Fait que c'est d'écouter les idées des autres. J'ai été obligée de me retirer de la gestion parce que, je suis embauchée comme enseignante. Fait que ma job principale, c'est professeure enseignante. Donc, je dois enseigner, je dois faire du développement pédagogique. Et il y avait un deuxième projet qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur sur l'équité menstruelle. Pour tous les produits d'hygiène menstruelle, tampons, serviettes, mais aussi ce qui est réutilisable, des disques menstruels, des serviettes lavables. Fait que je voulais vraiment miser pour rendre ça accessible. Fait un groupe d'achat où les sous-vêtements coûtaient 5 $ plutôt que le 45. La seule raison pourquoi j'ai mis un coût, c'est que sinon, les gens venaient pas chercher leurs sous-vêtements. Fait que si tu te retrouves avec des larges puis qu'il n'y a pas personne qui a besoin de larges, tu te retrouves pris avec les choses. Fait qu'on demandait un montant qui était réinvesti pour acheter d'autres produits par la suite. Et là, depuis le mois de novembre, je suis tellement contente dans l'ETS, il y a 17 ou 18 salles de bain où on a des tampons et des serviettes à usage unique qui sont accessibles gratuitement pour toute la population ETSienne. Fait que ça fait en sorte que, c'est plus moi qui gère tout ça, mais au moins mon idée a germé et de 2021 où j'ai pris des fonds personnels, où j'ai investi temps, énergie, argent pour mettre ça en place, pour faire évoluer mon projet. Et là, c'est rendu que ça a été repris par les services de la gestion des actifs immobiliers. Il y avait déjà le papier de toilette, là, ils ont rajouté les produits d'hygiène menstruelle aussi à l'offre. Fait que ça, c'est une des façons que j'ai trouvé de redonner, d'essayer de mettre en place des projets structurants qui vont faciliter la vie un peu à tous parce que produits d'hygiène menstruelle, ça coûte un bras. Oui, c'est des produits très rares. À Moisson Montréal, c'est vraiment difficile d'avoir ces produits-là. C'est des produits qui sont très en demande. Oh oui, puis dès 2021, moi, je m'étais organisée quand on faisait la distribution du dépannage alimentaire. Il y avait un bac de tampons, un bac de serviettes. Puis, peu importe si c'est un gars ou une fille qui arrivait, il pouvait avoir une conjointe, ça pouvait être sa mère, sa sœur ou peu importe, fait que c'était ouvert à tous et ils pouvaient prendre, puis on disait, regardez, t'as pas besoin d'en prendre pour 3 mois d'avance. C'est sûr que le mois prochain, tu reviens, puis il y en a, ça, je te le garantis, c'est ma promesse. Fait que les premières fois, on se faisait dévaliser. C'est l'insécurité aussi. Oui. Puis pour l'avoir vécu, je comprenais parfaitement. Ouais. Mais là, il revenait le mois d'après. Il y en a encore. Là, non, il m'en reste, j'en aurais pas de besoin. J'arrive, je regarde, je te l'avais dit, je te l'avais promis, c'est encore en place. Fait que là, les gens, justement, ont commencé à réaliser, il y en a tout le temps, fait que c'est plus sécurisant de cette façon-là. Mais c'est des petits gestes comme ça que je vais faire pour essayer de redonner. Puis oui, dans l'université, mais aussi à l'extérieur de l'université. Je suis sportive, j'adore les courses. Puis si on veut des beaux événements aussi de courses au Québec,
ben ça fonctionne beaucoup aussi avec des systèmes de bénévolat. Fait que j'ai impliqué mon mari et ma fille aussi. Depuis que ma fille, je pense, depuis qu'elle est née, elle me suit dans tous ces projets-là. Elle est venue pour la banque alimentaire, elle me suit dans les courses aussi. On va distribuer des dossards, on va fermer des courses. Fait qu'elle me voit aller, puis maintenant, elle leur produit même elle-même dans son école. Elle fait des projets de la même nature, puis elle n'a pas la même historique, mais en même temps, elle comprend l'importance de redonner aussi pour différentes raisons, que ce soit pour aider à l'école, que ce soit pour des projets. Fait que ça, c'est une de mes grosses victoires aussi, je considère. Si on revient un peu à la banque alimentaire de l'ETS, est-ce que tu vois une évolution au niveau de la demande à partir du moment là, que toi, tu as commencé à gérer ça là-bas? Comment tu as vu ça là, au cours des dernières années là, avec les étudiants? Malheureusement, ça a doublé le nombre de bénéficiaires. On a vraiment plus de gens qui viennent pour le dépannage alimentaire. Il y a différentes raisons. Entre autres, on a beaucoup d'étudiants étrangers. Quoique là, avec les politiques gouvernementales, je ne sais pas ce que ça va donner parce que il y a une certaine coupure, mais ils ont des frais de scolarité beaucoup plus élevés que les étudiants locaux. OK. Fait que c'est plus de 4 fois le montant. Fait que s'il y a un crédit, les montants m'échappent un peu, là, mais une session peut facilement coûter 5 à 10 000 $ pour certaines personnes, tout dépendant du nombre de crédits, tout dépendant aussi je sais que locaux, Canada hors Québec, France, il y a des ententes, mais hors France, par exemple, on en a beaucoup du Maghreb aussi, les frais de scolarité sont énormes. Des fois, les gens aussi ont des familles. T'arrives, t'as un enfant, t'as plusieurs enfants, t'as une conjointe, un conjoint. Les frais d'hébergement sont énormes à Montréal. De se loger, c'est pas toujours évident. Avec les frais de scolarité augmentés, oui, tes stages peuvent être rémunérés, mais t'es pas toujours en stage non plus. Fait que comment fonctionner avec ça, c'est pas toujours évident pour nos étudiants, nos étudiantes. Fait que d'essayer de pouvoir leur donner des outils. Un des projets que je voulais mettre sur pied qui a pas réussi à voir le jour encore, c'était faire une cuisine collective. Mais c'est dans les plans toujours. Fait que, toujours à l'ETS. Toujours à l'ETS. C'est quoi, selon toi, les plus grands malentendus ou stéréotypes en lien avec l'insécurité alimentaire au Québec? Que c'est des gens paresseux. Que c'est des gens qui veulent juste pas se donner la peine, qui vont bénéficier de ça. Il y en a que ça va être temporaire, il y en a une minorité, je pense que, comme dans n'importe quelle couche de la société, il y a des abus. Mais la grande majorité des gens, ils doivent piler sur leur orgueil pour pouvoir accepter de l'aide de l'extérieur. Puis ça, c'est vrai que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit tu vas moins bien dans ta vie psychologiquement, d'aller chercher de l'aide, ça te demande de piler sur ton orgueil, de dire, OK, j'ai besoin d'aller vers l'extérieur pour des ressources. Ça fait en sorte que les gens se disent, ben je veux pas être jugé, je veux pas qu'on croie que je suis pas capable de me débrouiller, que je gère mal mon argent, que des fois, c'est ces stéréotypes-là qu'on voit. Des fois, la personne, oui, elle a besoin de pouvoir avoir une explication, d'avoir un coup de main pour mieux gérer, ou elle l'a simplement pas réalisé, elle connaît pas les ressources. Comme je mentionnais, on a beaucoup d'étudiants étrangers, nous, qui viennent à la banque alimentaire parce qu'ils connaissent pas nécessairement d'autres ressources. Ils vont aller au restaurant parce qu'ils savent pas nécessairement cuisiner aussi. S'ils ont jamais eu à cuisiner, chez eux, c'était leurs parents qui le faisaient. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'une cuisine alimentaire, une cuisine communautaire, ça peut énormément aider, justement pour se dire, ben OK, je reçois un produit, comment je peux le transformer pour l'apprécier aussi? Parce que si tu es prêt de faire cuire du riz, puis que ça fait un gros pain, puis que ça brûle tout, ben c'est sûr que on a beau te donner de la nourriture, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Non, c'est ça. Il faut apprendre à pêcher aussi. Là, tout à fait. Tu sais, quand tu regardes un peu le système d'aide alimentaire présentement au Québec, c'est quoi les changements ou les améliorations que tu te dis, ah, ça, je pense qu'il faudrait mettre ça en place?
Bien, je pense qu'ici, de la façon que je l'ai visité aussi, c'est déjà en place. Vous avez la chance d'avoir des équipements qui vous permettent de recevoir vraiment des grosses quantités du vrac. Effectivement. C'est ce que j'ai fait aussi à l'ETS en ayant pour les compléter pour la distribution, c'est de penser aussi aux économies qu'on peut faire. Quand tu arrives à l'épicerie, oui, tu vas avoir beaucoup de produits, tu as différentes protéines, tu as différentes sources de glucides, mais je dis pas il faut tous devenir végétariens, j'en mange la viande puis je la laisserai pas tomber non plus. Par contre, même dans le choix des légumineuses, t'en as en canne, t'en as en vrac. Un coûte beaucoup moins cher que l'autre. Les cannes vont coûter plus cher, ça prend plus d'espace, c'est plus lourd aussi. Tandis que si tu vas vers le vrac, bon, OK, oui, ça te demande plus de planification. Il faut que tu penses réhydrater, il faut que tu penses à la cuisson. Mais tu peux avoir juste la quantité que tu as besoin. La canne, une fois qu'elle est ouverte, ben OK, il faut que je prévoie, ben je veux pas m'en servir au complet, qu'est-ce que je vais faire du reste pour éviter le gaspillage alimentaire aussi? Fait que, il y a des choses que je pense qu'on peut penser de façon plus large, dans la planification, de prévoir ses repas aussi pour essayer d'optimiser ce qu'on a, pour éviter aussi de se retrouver à acheter de la nourriture. Chez nous, il y a comme jamais de nourriture qui est jetée, c'est excessivement rare. Puis c'est de reconnaître aussi des fois certains signes. Fromage, tu as un peu de bleu dessus, bien, tu peux couper le morceau, le jeter puis consommer le reste. C'est pas nocif pour ta santé. Mais c'est sûr qu'il y a certains produits, tu peux pas te le permettre. De la viande, ben non, si ça sent mauvais, ben t'as beau, tu peux pas couper un bout puis manger le reste, tu vas être malade. Mais d'apprendre à reconnaître ça aussi, ça te permet d'éviter le gaspillage. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça passe beaucoup par l'éducation aussi pour justement arriver comme à sensibiliser les gens par rapport à ça, puis que justement, ils réussissent à se débrouiller aussi de leur côté en trouvant différentes façons en fonction des moyens qu'ils ont, tu sais. Oh oui, bien, juste à l'épicerie, tu veux faire une recette, mais est-ce que tu es capable de substituer certains ingrédients? Ouais. Des fois, il y a des choses que, ben plutôt que de prendre des amandes, je pourrais prendre des arachides, puis ça va être une fraction du prix, puis le résultat est tout à fait acceptable. Donc, si tu avais un message à dire aux enfants qui sont présentement dans des familles qui ont besoin d'aide alimentaire, ça serait quoi? Qui sont passés par là où est-ce que tu es passé? Ouais. Chaque personne est unique. Pour moi, ça a été l'école qui m'a permis de m'en sortir. Mais c'est de trouver qu'est-ce qui te passionne. Si l'école t'a pu au nez, ben peut-être qu'il y a des sports dans ton école, il y a des équipes sportives, il y a peut-être des clubs artistiques, il y a peut-être des clubs culturels, il y a peut-être des clubs de jeux vidéo, d'échanges en ligne. Trouve quelque chose qui t'allume, qui te passionne. Puis ça n'a pas besoin d'être très cher. Des fois, il y a des activités, les écoles cherchent des moyens d'accrocher les enfants. Gars, filles, peu importe, il y a tout plein de projets. Je regarde même à l'ETS, il y a ce qu'on appelle le projet découverte pour intéresser les enfants primaires aux sciences. Fait que, des fois, c'est de rester l'œil ouvert, d'essayer de trouver ces activités-là. Puis des fois, c'est ces activités-là qui vont faire en sorte que tu vas trouver ta flamme, ta passion, puis que ça va te permettre de persévérer. Un diplôme, c'est sûr que peu importe ton diplôme, ça va te permettre d'aller chercher un emploi, d'aller chercher une sécurité aussi. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, peu importe le secteur que tu vas avoir, où tu vas te diriger, ça va te permettre de pouvoir éventuellement te sortir de ce monde-là, de la pauvreté, ou en tout cas d'optimiser tes chances de pouvoir t'en sortir. C'est sûr qu'il y a certains secteurs qui ont plus d'avenir que l'autre. Je regarde actuellement, il y a des bourses perspectives dans certains secteurs d'activité. Les bourses perspectives, bon, il y en a, je sais, pour l'ingénierie, c'est mon secteur d'activité, mais il y en a dans le secteur de la santé, il y en a pour les services de garde aussi de mémoire. Ça te permet d'aller à l'école sans que ça te coûte non plus. Tant que tu réussis, tant que tu n'as pas d'échec, tu as droit à la bourse. Puis c'est de l'argent qu'une bourse, tu n'as pas à rembourser, contrairement au prêt. Fait que c'est sûr que ça va t'aider. Intéresse-toi aussi aux finances. De savoir, bon, une carte de crédit, ça fonctionne comment? Parce que l'éducation économique commande des économies. Si tu es capable de mettre un 5 $ par semaine ou par mois de côté, c'est quoi l'impact? De comprendre aussi comment le crédit fonctionne pour pouvoir y avoir accès, mais pouvoir le gérer adéquatement pour ne pas te retrouver à crouler sous les dettes.
puis de faire attention parce que du marketing, il y en a partout, puis c'est facile de vouloir le dernier gadget puis de dépenser rapidement, de toujours se poser la question avant d'acheter, ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis des fois, c'est juste de dire, OK, je peux cliquer sur Internet pour l'avoir, mais je vais attendre 12 heures, 24 heures. Puis si dans 24 heures, j'ai toujours envie, c'est quoi? Est-ce que c'est raisonnable de se faire un budget, d'apprendre à gérer ses finances? Puis plus tu as d'argent, plus c'est facile d'en dépenser. Moins tu en as, des fois, c'est plus facile de s'endetter, je pourrais dire, mais c'est d'apprendre les rouages des finances pour être capable de gérer tes propres finances. Oui, ça arrive souvent. Si on entend des POC, là, je ne sais pas si on l'a entendu. On l'a entendu, oui. On est dans un entrepôt, ça fait partie, ça fait partie de la game. Mais comme je disais, là, de pouvoir gérer ses finances, pas de devenir un financier ou un banquier, mais de savoir, l'argent que j'ai, ça vaut comment? Pourquoi si je vais aux États-Unis ou, tu sais, si par exemple, tu as besoin d'un manteau, quel type de manteau tu veux? Des fois, de payer un peu plus cher, ça va te permettre qu'il dure beaucoup plus longtemps. Fait que de fréquenter des friperies aussi, ça peut être vraiment intéressant parce que les gens, des fois, jettent leur chou gras, je trouve. Fait que ça te permet de faire certaines économies sans non plus nuire à ton confort et à tes besoins. Donc, en fait, ce que tu essaies de nous dire, là, c'est que ça prend, je pense, une curiosité de la part de, justement, ces enfants-là pour comme se sortir un peu, finalement, de leurs conditions par les différentes propositions que tu amènes, là. Oui. Puis des fois aussi, c'est que leurs parents, c'est dans une situation temporaire. Ils ont immigré ici, ils ont perdu leur emploi, la maladie, ils ont un parent, un grand-parent auquel ils doivent prendre soin. Il y a un problème d'accès aux services de garde. Oui, c'est le système universel, mais en même temps, il y a des limites à ce système-là. Fait que les parents aussi, c'est de voir qu'est-ce qui les a menés à ça. Puis c'est ce que j'ai apprécié beaucoup de ce que ma mère a fait. Elle a essayé de minimiser l'impact sur nous. Mais c'est sûr que il y a différentes circonstances, des fois, qui font en sorte que certains parents, c'est plus facile que pour d'autres, qui vont être mieux outillés, mieux encadrés, plus de ressources à leur disposition. Quand tu dis minimiser l'impact, est-ce que c'est dans le sens que tu t'en rendais pas vraiment compte que tu étais dans une situation d'essayer de rendre plus critique? Normal les activités. Par exemple, à la rentrée, ma mère s'organisait pour cacher nos choses l'été d'école. Elle essayait de les retaper. Tu sais, s'il y avait des traces de saleté, elle essayait de les nettoyer. Puis un sac à dos, elle allait mettre des patchs dessus pour le rendre une patch qui me tenait à cœur, ou elle faisait une broderie qu'elle venait intégrer. Pour pas que je chante que c'était du vieux stock qui était tout délabré. Donc, c'était des petits gestes qu'elle essayait de mettre en place pour que j'aie pas... Pour te sentir comme normal, finalement. Exact, comme les autres enfants, finalement. Si tu avais un conseil à donner à nos abonnés qui aimeraient ça, justement, sensibiliser leurs enfants par rapport aux enjeux de l'insécurité alimentaire, ça serait quoi que tu donnerais comme conseil? À l'échelle de la maison, de les impliquer dans la préparation des repas, les impliquer dans les choix des aliments, puis de voir les impacts d'aller à l'épicerie. Puis, regarde, il y a 2 choix d'aliments, ou les pommes, tiens. Il y a des pommes jaunes, des pommes rouges. Regarde le prix. Pour le même prix, je peux avoir 2 pommes de plus en choisissant celle-là. Ils sont aussi bonnes, on les aime. Donc, des fois, de les impliquer jeunes qui comprennent la valeur de l'argent aussi. Puis, tu sais, je regarde ma fille, je l'ai habituée. Un moment donné, elle revenait de l'école, puis dans son lunch, il restait de la nourriture. Là, c'était comme, Joanie, je peux te faire des lunchs plus petits si tu veux, où on peut essayer de fractionner les portions, parce que là, ça sent mauvais. Puis on est obligé de le jeter. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour le modifier puis d'y retourner la question? Elle a trouvé des solutions, puis maintenant, ça arrive pratiquement jamais qu'il y a des choses dans son lunch qui sont pas mangées, parce que c'était quelque chose, moi, qui j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé ça, le gaspillage alimentaire. Il y a des choses aussi... j'ai commencé à faire des pousses à la maison, des grains germés.
Donc, OK. j'achète un sac, ça coûte comme 15 $, mais ça me dure 3 ans. OK. Fait que ça me prend entre une cuillère à thé et une cuillère à soupe. Je le mets avec un peu d'eau. Puis à l'année, j'ai des pousses de radis, des pousses de luzerne, des pousses de moutarde. Fait que ça me permet d'avoir des légumes frais. Ben, des légumes. De la verdure fraîche pour mes différents repas. Comme hier soir, j'ai fait des pâtes et sur le dessus, ben, j'avais mes fameuses pousses de luzerne moutarde qui étaient là. Fait que de voir pousser ça, puis ça prend un pot maçon, ça te prend du coton... comment t'appelles ça? Pour le fromage cottage. En tout cas, c'est comme un filet en coton. Tu mets un peu d'humidité, puis tu vois les pousses apparaître. De faire un jardin avec des enfants, c'est de voir aussi la valeur des aliments, puis comment on peut les transformer, comment on peut les apprêter, de faire le tour du frigidaire. Bon, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des tout-ski. Donc, on regarde les légumes qui restent, éviter que ça passe date pour optimiser. On achète du yogourt, ben on va le manger, le yogourt aussi, parce qu'on l'a acheté. Fait que plutôt que de racheter tout de suite autre chose, ben on va passer ce qu'on a. C'est un petit peu des choses qui peuvent être faites au jour le jour avec nos enfants, qui les permettent d'être impliqués directement, de comprendre aussi. Puis c'est un petit peu ce que je fais aussi en étant prof avec mes étudiants, mes étudiantes. Tu en parles dans les classes? Je vais, ben pas nécessairement dans mes cours parce que ça n'a pas de lien direct, mais il y a une séance sur les risques psychosociaux. C'est sûr que chaque fois, ben, je parle des services qui sont à leur disposition dans l'université. Je parle de la banque alimentaire. Je parle de l'équité menstruelle. Puis, je vais en profiter pour leur faire connaître les outils qui sont à leur disposition. Fait que c'est sûr que c'est pas le sujet de mes cours, mais après ça, quand j'étais gérais directement la banque alimentaire, que j'étais en contact au quotidien avec les bénéficiaires, c'est bon, ben, il y en a qui arrivaient et ils disaient, ouais, mais là, les légumes sont un peu flétris. Ah oui, mais regardez, tu pourrais faire un potage. Puis des fois, j'avais même des suggestions de recettes qui étaient faciles à faire, qui pouvaient combiner. Fait que regarde, tu pourrais faire ça comme ça. Puis là, c'est, j'ai jamais cuisiné. J'arrive, regarde, c'est pas compliqué. J'avais fait même un petit vidéo sur YouTube un moment donné. Fait que tu pouvais aller le visionner. Puis il y en a qui sont revenus. Hey, c'était vraiment le fun. Puis là, je l'ai fait. C'était super bon. T'as-tu d'autres recettes, d'autres idées? Donc, des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est juste de donner le petit coup de pouce, l'étincelle pour allumer. Puis après ça, la personne en fait ce qu'elle veut aussi. Certaines personnes vont accrocher, d'autres, ben, ils ont d'autres préoccupations pour des bonnes ou des moins bonnes raisons. Ça fait en sorte que si je suis capable de convaincre une personne, je me dis, ben, c'est une personne de plus de convaincue. Si la personne n'accroche pas, ben elle a ses raisons aussi, puis c'est pas de vouloir changer le monde non plus nécessairement. Mais moi, je trouve que qu'est-ce que tu fais, ça change le monde parce que en fait, en faisant cette concertation-là auprès des personnes qui, eux, vont le faire à leur tour et tout ça, c'est comme ça qu'on arrive à changer des mentalités, Par des façons petits de faire, gestes. par des petits gestes comme ça. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été à notre podcast Parler sans fin. C'est vraiment très apprécié. Ton histoire est vraiment inspirante. Puis j'apprécie beaucoup que tu aies accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour un prochain épisode de Parler sans fin. Merci!